Bonjour, bienvenue à tous. On va voir dans cette séance des exercices sur le chapitre 1. Chapitre 1 qui était sur les forces magnétiques. On avait vu qu'il y a la force de Lorentz qui s'exerce sur une charge et il y a la force de Laplace qui s'exerce sur un courant. Bon, aujourd'hui, dans cette première partie, on va regarder les forces qui s'exercent sur des particules. Donc il y aura 3 exercices, voilà, qui sont notés 1, 1, 1, 2, 1, 3. Le premier 1, c'est sur le chapitre 1. Ensuite, il y aura 1, 4, 1, 5, etc. Dans une deuxième partie, pour l'étude de la force de Laplace. Alors, dans cette expérience, est-ce que vous avez déjà vu cet énoncé? Probablement. Probablement. Bon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez lire l'énoncé. Alors, c'est toujours la même chose. Appuyez sur pause, prendre le temps de réfléchir, voir comment vous faites cet exercice. Éventuellement, vous pouvez même rédiger la solution si vous voyez ce qu'il faut faire. Et ici, vous voyez probablement ce qu'il faut faire. Et ensuite, vous voyez la solution. En tout cas, nous avons donc une région où il y a un champ B inconnu, et pour le déterminer, on fait 3 expériences. Dans chaque expérience, la vitesse V a une certaine direction, là elle est sur EX, puis EY, puis EZ, et on mesure la force, on constate que la force dans chaque cas a une certaine expression. À partir de ces données, on va déterminer le champ. Alors, on va voir donc. Tiens, pourquoi ils ne sont plus? Bon, on va voir. Voilà, ici, c'est ce que je venais de vous raconter. La force qui s'exerce actuellement, c'est celle-ci, QV vectoriel P. Alors, on l'appelle aussi force de Lorentz, parce que la force de Lorentz, normalement, c'est QE plus QV vectoriel B. C'est la force électrique plus la force magnétique. Oui, mais ici, étant donné qu'il n'y a pas de champ électrique, il n'y a que la force magnétique, il n'y a que, oui, c'est ça, QV vectoriel B, donc la force de Lorentz se réduit à ça. Bon, donc on disait, voilà, ici, je prends une vitesse V qui est portée par cette direction, EX, et je constate que F est, qui était F1 dans ce cas-là, est donné par cette expression-là. Bien. Comme F1 c'est Q1 V1 vectoriel B, il suffit de remplacer. Et V1 c'est V1 fois EX, B c'est BX, EX plus BK, EY, etc. Donc j'effectue le produit vectoriel. Ça donne ceci. Bon, ensuite, il suffit de dire que EX vectoriel EX, c'est 0. EX vectoriel EY, c'est EZ. Donc je vais trouver BYEZ, le voilà. BYEZ. Et de la même façon, ensuite, je vais trouver moins BZEY. Bien. Alors, par identification maintenant, c'est-à-dire je dis que cette expression-là, celle-là, elle est égale à celle-là, celle qui est donnée par l'énoncé. D'accord? Et j'identifie les termes et je trouve que BY égale 2B0, BZ égale 4B0. Par contre, BX, il a disparu. Ben oui, parce que ici, vous avez, vous vous rappelez, j'avais BX fois 0. Donc il n'y a pas de BX. Pour trouver BX, il faut que je passe à l'expérience numéro 2 et on fait exactement le même raisonnement. Et voilà, je vous laisse le faire. Et par identification, on va trouver que BX égale B0 et que BZ égale à 4B0. Bon, donc avec ces deux premières expériences, A et 2, je peux déjà dire combien vaut BX, combien vaut BY, combien vaut BZ. Et donc,
je peux remplacer et je peux dire que le champ B, qui est la réponse à la question, eh bien, il vaut B0 que je mets en facteur de EX plus 2EY plus 4 fois EZ. Voilà. Alors on peut se dire, alors dans ce cas-là, pourquoi on nous a parlé d'une expérience 3? Parce que les deux premières suffisent à répondre. Oui, je vais simplement maintenant. Soit j'utilise l'expérience 3, je fais la même chose et je vérifie que les valeurs que je vais trouver sont cohérentes avec ce que j'ai. Soit, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une vitesse V qui est V3 et qui est portée par EZ, je détermine la force de Lorentz et je vérifie que c'est en accord avec ce qui est donné dans l'énoncé. Donc voilà, je calcule V3. F3, c'est ceci. Q3, V3 vectoriel B, et B je le remplace parce que j'ai trouvé aux questions précédentes. J'effectue le produit scalaire, le produit vectoriel, oh là là, ça va, produit vectoriel, et je trouve que effectivement c'est exactement ce qu'il y avait dans l'énoncé. Donc voilà. Vous voyez, c'était un exercice tout simple. Il suffisait juste d'appliquer la formule F égale QV vectoriel B. Voilà. On continue avec l'exercice 2, dont vous voyez l'énoncé ici. Vous savez, le cube qui est représenté, ce n'est pas de la matière. C'est simplement ce qu'on pourrait appeler un guide visuel. C'est pour orienter les directions. Donc ici, vous avez une charge Q qui se déplace à une vitesse dans un champ uniforme. Il vaut 500. Il y a la flèche qui manque là-bas. Il y a les flèches qui manquent. Le champ B qui est dirigé selon la direction Y. Ok. Et on me demande de trouver la force magnétique dans chacun de ces trois cas. Ok. Alors, on va descendre voir la solution. Non, c'est ici. Voilà. Exercice 1-2. Deuxième exercice. Voilà. Bon, donc la force magnétique est donnée par QV vectoriel B. Très bien. Ici. Alors Q est une charge qui est positive. Pour l'instant, la valeur ne nous intéresse pas. Mais elle est positive. Et B, il est selon EY. Avec B qui vaut 500 Gauss. C'est-à-dire, vous savez qu'un Gauss, c'est 10 moins 4 Tesla. Donc 500 Gauss, ça fait 5, 10 moins 2 Tesla. Bon. Et la vitesse V, de façon générale, elle est portée par un vecteur unitaire U, et un temps de V, qui vaut 10 puissance 6 mètres par seconde. Alors, dans les trois expériences, U va prendre des valeurs différentes. Dans le premier cas, U, c'est EX. OK? Alors, ici, la force magnétique, par le calcul directement, ça donne EX vectoriel EY, c'est-à-dire VZ, EZ fois QVB. Voilà donc la réponse. C'est une force qui est dirigée selon EZ, et dont la norme est égale à, vous faites le calcul, ça donne 5, 10 moins 2 newtons. J'aimerais vous dire que cette force qui est égale à Q, qui est portée par EZ, on aurait pu évidemment le trouver avec la règle de la main droite. Puisque F égale, voilà, c'est ici, QV vectoriel B. Donc ça veut dire que F est perpendiculaire à V et à B, et donc au plan formé par V et B. La règle de la main droite, je dis main droite, ça veut dire que vous posez votre main de façon perpendiculaire au plan V et B, vous posez le tranchant de votre main dans la direction de V, et vous tournez les doigts pour aller vers B. Alors, donc, soit vous avez le pouce qui est dirigé vers le haut, soit le pouce qui est dirigé vers le bas, indépendamment des choses. Bon, ici, V est selon EX, B est selon EZ,
vous donne V qui est F pardon, qui est porté par EZ. Voilà. On fait la même chose avec le cas numéro 2 où cette fois-ci le vecteur U. Attends, je vais remonter à l'énoncé. Regardez, lorsque c'était comme ça, lorsque la vitesse était dirigée selon 1, il n'y a pas de problème. U, c'était EX. Mais lorsque le vecteur 2, ouais, il est dans le vecteur U2, vecteur unitaire, il est dans un plan parallèle au plan XY, mais qui est, vous voyez, entre cette direction, celle-là, et celle-là. Et comme ceci est un carré, vous voyez que cet angle-là, il vaut pi sur 4. Ok? Donc si vous faites la décomposition, on va trouver que U2, il est égal à cosinus pi sur 4 porté par EY, direction, plus cosinus à tenir pi sur 4, qui est là, cet angle-là, c'est celui-là, c'est aussi pi sur 4, porté par cette direction qui est moins EX. Ok? Alors, cosinus pi sur 4, c'est la même chose que sinus pi sur 4. On revient à notre figure, à notre solution. Voilà. C'est ce que je vous disais. Moins cosinus pi sur 4 porté par EX. Et vous avez pour Y, vous avez ça. Les deux, cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4, tous les deux, c'est racine de 2 sur 2. Et que vous mettez en facteur. Puis vous avez ceci. EY vectoriel EY c'est 0, ça vous donne finalement que le champ est à nouveau porté par EZ et que non, qu'est-ce que c'est que ça, et que son expression, voilà, c'est moins QVB racine de 2 sur 2. Voilà, il est donc dirigé par moins EZ et sa norme c'est F2 égale à... Le signe moins va disparaître quand on fait la norme, puisqu'on prend la valeur positive. Eh bien, c'est QVB racine de 2 sur 2, puisque module de Z, c'est 1. Alors, vous remplacez VB, vous trouvez ça. Cas numéro 3. De la même façon, je vous laisse voir que le vecteur unitaire à ce moment-là, c'est racine de 2 sur 2, EX fois EZ. Vous remplacez simplement. Et vous trouvez ça. Je vous laisse le faire et vous trouvez ça. Donc, d'abord vous êtes en train d'écouter les explications, tout ça. Par la suite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir, pour fermer cette vidéo, faire le calcul vous-même. Et pour avoir tout le temps de regarder, pour comparer et regarder la solution sans avoir appuyé sur pause à chaque fois, ça va être pénible, vous trouverez ce document en PDF aussi, qui va être dans le même dossier. Et donc vous allez pouvoir ouvrir à ce moment-là le dossier PDF et le regarder tranquillement. Bon, en résumé, on avait donc à chaque fois, ça retenez-les bien, c'est évident, puisque f égale q v vectoriel b, c'est que f est perpendiculaire à v, et que f est perpendiculaire à b, les deux. Par exemple, voici un dessin, vous avez b qui était dirigé comme ceci, alors v3 qui est comme cela, et bien la force F sera dans un plan qui est perpendiculaire à V et à B, et elle sera dirigée comme ceci. Donc c'est un petit peu en perspective. Voilà. Et bien sans plus attendre, on va passer à l'exercice numéro 3. Attends, je vérifie que c'est... Voilà, c'est ça. Donc remontant à l'énoncé. Voilà, l'énoncé c'est celui-ci. On a une particule alpha de masse... ça veut dire quoi, particule alpha?
alpha. Je me rappelle quand je posais ça en présentiel, eh bien, il y avait toujours, bon, la plupart qui ne répondaient pas, mais il y en avait un, généralement, qui savait, oui, alpha, c'est le noyau d'hélium, qui a donc deux protons et deux neutrons. Bon, en tout cas, cette particule-là, on nous donne sa masse, elle a une charge Q égale 2E, ben oui, puisqu'elle a deux protons, donc c'est 2E. E, c'est la valeur positive, 1,6-19 coulombs. Bon, en tout cas, on a une certaine particule qui est accélérée à partir du repos par une différence de potentiel et qui va ensuite pénétrer dans un champ magnétique. Bon, dans la première partie, c'est ce qui est représenté dans cette zone-là. Voilà, j'ai une particule qui arrive ici, elle est, on va dire, au repos, ce qu'on dit dans l'énoncé qu'il est accéléré à partir du repos. Donc, on part de ce point avec une vitesse nulle, et elle est accélérée, et elle arrive jusque là, en VB. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'accélération. Pourquoi elle est accélérée? C'est que là, elle est un potentiel VA, il y a une plaque où il y a un potentiel VA, dans toute cette zone, le potentiel VA, et ici, il y a un potentiel VB qui est négatif par rapport à VA. Donc le champ électrique est dirigé dans ce sens, hein, de plus vers le moins. Cette charge Q étant positive, il subit la force F égale QE, donc une force qui est dirigée dans ce sens-là, et bien donc elle va aller dans ce sens, et elle va être accélérée avec l'accélération, donc QE sur M, hein, puisque MA égale QE. Donc elle va se déplacer, elle va arriver ici avec une certaine vitesse. Donc ça c'est la phase d'accélération. Ensuite, on nous dit dans l'énoncé qu'elle pénètre dans une région, donc c'est la région là où vous avez les points, elle pénètre dans une région où le champ magnétique est B perpendiculaire à la figure est dirigé vers vous, comme c'est indiqué ici. D'accord? Alors, ici, une fois qu'elle pénètre dans cette région, il n'y a plus de champ électrique. Hein, on suppose que le champ électrique, il était confiné, lui aussi confiné, il était confiné dans cette zone. Et que, par contre, dans cette zone, il y a un champ magnétique. Ici, la force sera soumise à une force magnétique qui est égale à QV vectoriel P, qu'on va expliciter par la suite. Mais donc, là, la première question, on nous dit de déterminer le travail de la force électrique pendant la force d'accélération, hein, le travail, et d'en déduire, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la vitesse Vs. Ok, c'est une question très intéressante. Eh bien, on va voir un peu tout ça en allant ici. Voilà, phase d'accélération, ce que je vous disais. Donc, je n'ai pas du tout tracé ici tout ce qui concernait la région où il y a le champ magnétique B ici. Non, je dis simplement, j'ai un faisceau de particules, elle arrive ici à une vitesse tellement faible que je peux considérer que ici la vitesse est nulle. Elle a un potentiel VA. Elle passe ensuite dans une région où il y a un potentiel VB. Comme je vous ai expliqué, c'est parce que là, il y a un champ électrique qui est dans ce sens. Elle est donc accélérée. Quand elle est dans un endroit quelconque, par exemple ici, quelle est la force qui s'exerce sur elle? Eh bien, puisque ici, il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a que le champ électrique, c'est que la force, elle est égale à QE, comme c'est dit ici. On néglige le poids, on nous a donné la masse de la particule, mais on va négliger la force de gravitation, la force de gravitation qui est dirigée normalement ici vers le bas. Mais vous savez que lorsque il y a la force de gravitation et la force électrique, la force de gravitation peut être complètement négligée. C'est ce qu'on avait vu en première année.
c'est que la force de gravitation, toute chose étant égale par ailleurs, la force de gravitation, elle est des milliards et des milliards de fois plus faible. Je crois qu'il y a un facteur 10 puissance 42 ou 43. Donc, c'est complètement négligeable. Bon, alors quel est le travail de cette force? C'est la question qu'on nous pose. Quel est le travail de cette force pendant la phase d'accélération? Eh bien, par définition, le travail, c'est l'intégrale de la force QE scalaire dl. Bon, mais E scalaire dl, vous savez que c'est moins dV. Hein, vous savez vos souvenirs d'électrostatique. Donc il va nous rester l'intégrale de moins que dV. C'est-à-dire, puisque l'intégrale de dV, c'est V, et avec le C-, ça va me donner que VA moins VB. Voilà. Et VA moins VB, c'est ce que j'appelle ici delta V ou delta U, on va dire delta U. C'est donc la différence de potentiel, ou voilà, la différence potentielle entre les deux armatures. On me dit d'ailleurs ici que ça vaut 14 kV. 14 kV, c'est la DDP. Donc j'ai la DDP, j'ai la charge Q, donc je peux calculer le travail. Voilà. Le travail, c'est Q delta U. Ça, c'était la réponse à la première question. Enfin, à la première partie de la première question. Ensuite, on nous demande d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la vitesse en B. Bon, d'abord, rappelons ce que c'est que le théorème de l'énergie cinétique. Il nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre deux points, EC2 moins EC1, donc c'est ici, la variation de l'énergie cinétique, eh bien, c'est le travail de la somme des forces extérieures entre ces deux points. C'est ça le théorème de l'énergie cinétique. Or ici, 1 et 2, c'est ce qu'on peut appeler A et B. Donc ça va nous donner EC2 moins ECB, moins ECA égale l'intégrale de E à B de la somme des forces scalaires dr. Or, la somme des forces, ici, c'est F électrique. C'est la seule force qui existe. Et le travail de cette force, c'est ce qu'on a calculé ici. On sait que c'est Q delta U. Je remplace. ECB moins ECA égale Q delta U. Bien. On a fini. ECB, c'est par définition l'énergie cinétique 1 demi de mv au carré. Eh bien, c'est 1 demi de mv au carré v au point B, c'est-à-dire V0, ce qu'on appelait dans le texte V0. Et ECA, c'est aussi 1 demi de mva au carré, mva au carré, rappelez-vous l'énoncé, on nous dit qu'elle part initialement au repos, c'est-à-dire que la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle au point A, et donc il vient que voilà, cette énergie cinétique c'est Q delta U, 1 demi de mv carré c'est Q delta U, j'en sors V0, et bien c'est V0 au carré, c'est 2Q delta U sur M, et V0 c'est la racine. Donc je vous laisse vérifier. En remplaçant delta U, nous l'avions calculé. Non, delta U ne l'a pas calculé. Non, je remplace simplement Q par 2E, 2 fois E, Q, c'est... Je remplace et ça me donne ça comme résultat. Alors, l'application numérique nous donne ceci, mais faites-la, vraiment. Faites l'application numérique. Ne tombez pas dans l'erreur de vous dire « Oh, mais ce n'est qu'une application numérique, ça y est, on me dit ça. » Non, vérifiez-le. Moi, j'ai remarqué, franchement, il y en a beaucoup d'entre vous qui se trompent dans les touches de la calculatrice, etc., les puissances, les machins. Donc, faites-le. Vérifiez que vous êtes bien dans le système international, que tu vois, tout ça c'est des réflexes à prendre, et ça nous donne donc une vitesse qui est de l'ordre de 1,2 10 puissance 3 mètres par seconde.
Voilà, ensuite c'est la question 2. On va remonter pour la lire. Mais je voudrais déjà vous demander, est-ce que vous voyez ce que c'est 1,2 10 puissance 3 mètres par seconde? Tu vois, chaque fois que vous avez une valeur numérique, essayez, dans la mesure du possible, de vous représenter ce que cela représente. Ça, c'est-à-dire qu'en une seconde, c'est-à-dire, écoutez, en tan, ça, il y a une seconde qui vient de passer, et bien la particule, elle a parcouru 1,2 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre. C'est rapide. Oui, ok. Mais par exemple, pour une particule, c'est rien du tout. Par exemple, si je compare avec la vitesse de la lumière, quand on dit la vitesse de la lumière, vous savez, c'est 300 000 km à la seconde. Donc toujours en une seconde, la lumière, elle aura parcouru 300 000 km. Alors que cette particule, elle a parcouru, la pauvre, un seul petit kilomètre. Vous voyez, c'est peu. Vous pouvez la convertir aussi en kilomètres par heure. Hein, on est plus habitué peut-être à voir les kilomètres par heure. Quand vous êtes dans une voiture, vous roulez à 100 km par heure. Donc transformer ceci en mètres par seconde, en kilomètres par heure, je veux dire. Vous vous rappelez, quand on passe de mètres par seconde, vous dites que 1 mètre, c'est 10 puissance moins 3 km. Une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Enfin, ça revient à multiplier par 3,6 pour trouver. Et ça va vous donner un peu plus que 4000 km par heure. Donc, ce que je vous disais, 4000, c'est 4000 km par heure, c'est rapide, hein, quand on pense aux 100 km par heure, mais par rapport à la vitesse de la lumière, c'est absolument rien. Donc on est très très loin de la vitesse de la lumière. Bien, alors deuxième question, donc on remonte pour la lire. Voilà, deuxième question. On nous demande de donner l'expression de la force magnétique qui agit sur la particule, oui, une fois qu'elle rentre dans la zone où il y a le champ magnétique P. Bon, une fois qu'on aura ça, on va indiquer la direction de cette force par rapport au mouvement et de déterminer son travail. Très bien. Allons-y. Où est-ce que c'est? Voilà, deuxièmement. Eh bien, je vous ai fait ici le petit dessin. Au point O, c'est-à-dire là où elle pénètre, c'est ce qu'on appelait B tout à l'heure, hein, le point O, là où elle pénètre dans la zone où il y a le champ magnétique B, donc je prends un repère XY, Z il est, donc X, Y, Z il est vers vous, comme B, enfin vers vous, vers vous, ça dépend où vous êtes, je dis que vous êtes en face de l'écran bien sûr. Bon, voilà, et l'origine je l'appelle O, ok. Alors, il y a un champ magnétique B, la particule subit une force magnétique, F égale QV vectoriel P, voilà. Donc, bien entendu, ça ne pose aucun problème. Alors, quelle est la direction de la force? C'est ce qu'on nous demande. Eh bien, j'aimerais que vous voyiez, on ne cherche pas la direction de la force simplement au point O. Encore qu'on va y répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez un point quelconque de la trajectoire et vous demandez quelle est la direction de cette force. La trajectoire, je l'ai représentée ici vers le bas, parce que regardez, si la vitesse V au point O, je dis bien au point O, est arrivée par là, hein, et que donc elle a la direction ici qui est EX. Vous avez le champ B qui est dirigé vers vous, perpendiculaire à la figure. Bon, vous faites le produit, vous faites la règle de la droite, ou bien vous dites c'est EX vectoriel EY, pardon, vectoriel EZ, puisque B c'est selon EZ, donc c'est selon moi EY. Au point O, la particule subit une force vers le bas.
Donc il va venir par là, hein. Il va venir par le bas. Après, qu'est-ce qu'il fait ici? J'en sais rien. Justement, c'est ce qu'on va découvrir. Je prends un point quelconque, c'est pour ça que j'ai incurvé la courbe vers le bas, c'est juste pour représenter. On a un point quelconque, quelle est la direction de la force? Eh bien, moi je dis que la force, puisqu'elle est perpendiculaire à V, c'est que la direction de la force est perpendiculaire à la direction du mouvement. Ben oui, puisque la direction du mouvement, c'est justement la vitesse V. Il est donné par la direction de la vitesse. Donc, à tout moment, quelle que soit la trajectoire, la force, elle est perpendiculaire à cette trajectoire. Ensuite, c'est facile d'en déduire le travail élémentaire de cette force, ou même de façon générale, le travail de cette force, puisque si vous écrivez le travail élémentaire, c'est-à-dire, par définition, c'est Fm scalaire dl. dl, c'est le vecteur unitaire, c'est le vecteur élémentaire, je veux dire, dans la direction de la trajectoire. Si la particule, elle est ici, à un moment quelconque, dl, il va être là, d'accord, sur la trajectoire. Bon, vous remplacez Fm par son expression QV vectoriel B. Et donc, ce sera scalaire dl. Alors, ici, qu'est-ce qu'on observe? Ce qui est entre parenthèses, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à V, à cause du produit vectoriel. dl, il est parallèle à V, puisque dl est dirigé selon la trajectoire, qui est justement la direction de V. Donc, vous avez un vecteur qui est perpendiculaire à V, scalaire à un vecteur qui est parallèle à V. Ça veut dire que vous avez le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires. Or, combien vaut le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires? C'est 0. C'est 0. Donc, ce travail, il est égal à 0. Ce travail élémentaire. Et par la suite, le travail entre... non, ça c'est déjà la troisième question. Ce que je veux dire, c'est que le travail entre deux points quelconques la trajectoire, il va être nul. J'en profite, je ne sais pas si on aura l'occasion de le dire après, mais ça me vient tout de suite à l'esprit de vous dire la chose suivante. C'est que si le travail entre deux points quelconques est nul, et si on applique le théorème de l'énergie cinétique, avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, c'est que je me demande combien vaut la variation d'énergie cinétique entre deux points quelconques. Puisque le travail est nul, et que d'après le théorème de l'énergie cinétique, cette variation d'énergie cinétique égale le travail total. Le travail étant nul, la variation d'énergie cinétique est nulle. C'est-à-dire que la vitesse se conserve. Vb au carré moins Va au carré va être égal à 0. La vitesse se conserve, et ça, on va le retrouver par le calcul. On va déterminer la vitesse, on verra que c'est une constante. Bon, mais ça, donc je vous disais juste un petit peu ce qui va venir avant. Je remonte à la question, on a fini la 2, donc on va faire maintenant la troisième question, qui est déterminer les coordonnées x, y, z de la particule. On déduire le lien de son mouvement, etc. Le lieu de son mouvement, etc. Bon, question, c'est de déterminer les coordonnées. Ok. Alors, les coordonnées, c'est ici. Pour déterminer les coordonnées connaissant la force, évidemment, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique, ou la relation fondamentale de la dynamique, la EFD, qui s'écrit somme de FA, il manque un vecteur ici, très important, c'est la somme vectorielle des forces qui est égale à m fois l'accélération. Bon, ici, la somme des forces, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a que la force magnétique. Bon, enfin, non, tout à l'heure, il y avait que la force électrique. Maintenant, il n'y a que la force magnétique qui est QV vectoriel B.
V a pour coordonnées Vx, Vy, Vz, voilà, c'est ici. B a pour coordonnées, puisque B est orienté sur le Z, c'est 0, 0, B. Vous faites le produit scalaire, le produit vectoriel, décidément, vous faites le produit vectoriel et vous trouvez que Q est égal à ce qui est marqué ici. De la même façon, enfin, pas de la même façon, mais le vecteur A a pour coordonnées AX, AY, AZ, et AX, c'est dVx sur dt, la dérivée de Vx. Et là, on aura dvy sur dt, dvz sur dt. Et donc, si on réécrit notre relation qui est ici, la somme des forces égale MA, mais en projetant sur les trois axes, ça nous donne ça. M dvx sur dt égale Q pvy, M dvy sur dt égale à moins Q pvx, et M dvz sur dt égale 0. Alors, vous voyez, c'est une équation différentielle. C'est un système d'équations différentielles où les inconnus sont Vx, Vy, Vz. Et qu'on va pouvoir traiter en remarquant tout de suite que l'équation numéro 3, elle ne concerne que Vz, et Vz n'apparaît pas du tout dans les équations 1 et 2. Alors que dans l'équation 1, par exemple, il y a Vx, qui est ici, mais il y a aussi Vy. Et dans l'équation 2, il y a Vy et Vx. C'est-à-dire que les équations 1 et 2, elles sont ce qu'on appelle couplées. Il faudra les résoudre simultanément. Mais l'équation 3, on pourra la résoudre toute seule. Bon, soyez conscients aussi, s'il vous plaît, que maintenant, une fois qu'on a ce système-là, c'est des mathématiques maintenant. On va trouver les solutions de ce système d'équations. On pourrait se dire, bon ben écoute, on la donne à un matheux, il nous fait ça, et puis on s'en va. Et voilà. Sauf que le matheux, c'est nous ici, maintenant, c'est nous qui allons faire ce travail-là. Voilà, on commence par l'équation 3. Très simplement, si la dérivée de Vz égale 0, ça veut dire que Vz égale constante. Vz, normalement, c'est une fonction du temps. On va pouvoir déterminer cette constante à partir des conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que at égale 0, Vz égale 0. Je vous rappelle que le vecteur V à l'instant t égale 0 était orienté selon EX. Vous vous rappelez le dessin? Donc ce vecteur V a pour coordonnées V0, 0, 0. Voilà. Bon, donc à t égale 0, Vz égale 0. Je reviens ici. Vous dites Vz de 0 égale constante. Donc on dit que la constante égale 0 et que donc finalement Vz égale 0. Vz ne dépend pas du temps. Alors, de la même façon, si z égale 0, si Vz égale 0, cela veut dire que z égale constante. Et cette constante, avec les conditions initiales, c'est 0. Condition initiale parce que l'énoncé nous dit qu'à l'instant t égale 0, le point est en haut. Et la particule est en haut. C'est-à-dire que x égale 0, y égale 0, z égale 0. Ça nous donne constante égale 0. Voilà. Et donc, déjà, je peux dire une chose, puisque quel que soit le temps, z égale 0, z égale 0 à tout instant, ça veut dire que le lieu du mouvement est le plan xy. La particule, elle se déplace dans le plan xy. Elle ne sort pas de ce plan. Hein. Prenez n'importe quel instant, z égale 0. Ça veut bien dire que la particule est dans le plan xy. Ok? Bon. Maintenant, pour les équations 1 et 2. Alors, elles sont croisées. Voilà. Ce qu'on appelle couplées en langage plus correct. Les équations sont couplées. Alors, on va poser QB sur m égale oméga. Et l'équation, la première équation, elle devient ceci.
Ah, je sais pas pourquoi il y a D2V sur DT2. Attends, je remonte s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'était D2VX et VX. Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, parce que dvx sur dt. Ah oui, donc j'ai sauté une étape, mais c'est une étape très facile. Hein. C'est-à-dire que, regarde, ce qu'on a fait, je suis étonné qu'on l'ait sauté. Mais bon, oui, parce que peut-être que c'est à dire oralement. Regardez, si vous prenez cette première équation et vous la dérivez par rapport au temps, vous allez trouver que m d2v x sur dt2, la dérivée seconde, va être égal à qb dvy sur dt. Ou dvy sur dt, tout de suite, vous le sortez d'ici. La deuxième équation, dvy sur dt, c'est moins qb sur m fois vx. Donc vous remplacez ici, vous allez trouver qb au carré sur m, avec le signe moins, vx. Le m, vous le faites passer ici, c'est là où vous trouvez qb sur m au carré, vx, avec un signe moins. Vous faites tout passer de l'autre côté, ça vous donne effectivement ce qu'on avait ici. Reprenons-le, voilà. d de vx sur dt2 plus oméga 2, vx égale 0. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle du deuxième ordre, sans second membre, parce que ça, c'est égal à 0, on dit c'est son second membre, qui est archi connue, elle est très connue, je pense que vous l'avez vu, souvent en maths. Vous savez, on a une fonction y, vx, ce que j'appelle en maths y, et j'ai donc y prime prime, y seconde, plus oméga de y égale 0. Vous savez que les solutions sont de cette forme. A cosinus oméga, la racine carrée de oméga 2, oméga t c'est la variable, plus b sinus oméga t. Ça, c'est les solutions générales. Si quelqu'un n'est pas très convaincu de ça, il peut s'amuser à reprendre ce vx-là, cette fonction-là, vx, et calculer la dérivée seconde et vérifier que ceci est vérifié. On peut le faire tout de suite. Hein. La dérivée première, ça va être a fois ici moins oméga sinus oméga t plus b fois oméga cosinus oméga t. Puis vous dérivez une seconde fois. Ok, ça va vous donner quelque chose. Vous la remettez ici, ben vous verrez que c'est plus oméga 2 vx, vous verrez que ça fait effectivement 0. Très bien, alors notre travail à nous maintenant, ça va être de déterminer A et B. Pour déterminer A et B, c'est les conditions initiales. Voilà, on dit que AT égale 0. Rappelez-vous, Vx c'était V0, puisque V à ce moment-là était orienté tout entier selon Ex. Donc Vx égale V0. Donc AT égale 0, A égale V0. Effectivement, si vous prenez Vx AT égale 0, vous le calculez ici, vous allez avoir A cosinus de 0 qui est égal à 1. Donc ici vous avez A plus B fois sinus 0. Sinus 0 c'est 0. Donc vous allez trouver Vx de t égale 0 qui est égal à A. Or, Vx de t égale 0 égale V0. Bah, j'en déduis donc que A égale V0. Voilà. Et si je remplace là-dedans, ça me donne Vx de t égale V0 cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Ah, vous voyez, j'ai déterminé A, mais il me reste toujours B. Et bien, si vous dérivez ici, vous allez trouver 1 sur oméga, enfin, moins 1 sur oméga sinus oméga t. Voilà, c'est bien ce qui a marqué ici, etc. Alors, la quantité entre parenthèses, c'est la dérivée de ceci. C'est-à-dire, en fait, c'est Vx. Mais Vx,
il faut bien comprendre, je remonte pour voir que... attends, je vais essayer de la retrouver. Donc la quantité entre parenthèses ici, ça, c'est la dérivée de Vx, voilà. Mais la dérivée de Vx, d'après 1, je vais remonter pour vous montrer. La dérivée de Vx d'après 1, où est-ce qu'il est 1, c'est là. La dérivée de Vx, il est ici. Vous divisez par m, ça fait qb sur m, Vy. Qb sur m, c'est oméga. Donc la dérivée de Vx par rapport au temps, c'est Vy sur oméga. Je vais passer. Mais je vous disais Vy sur oméga. Non, c'est Vy fois oméga. Donc, Vy égale Vx, la dérivée de Vx sur oméga, c'est ce qui est marqué ici. Et ça donne ça en simplifiant par oméga. Ok? Maintenant, vous dites que à t égale 0, eh bien, j'ai la Vy qui est égale à 0. J'en déduis, si vous remplacez par t égale 0 ici, vous voyez que le sinus va s'en aller, cosinus 0 c'est égal à 1, vous en déduisez que b est égal à 0, tout simplement. Et donc, Vx, c'est tout simplement V0 cosinus oméga t. Ok? Et Vy maintenant, Vy, vous vous rappelez qu'il y a une relation entre Vy et Vx, on l'a dit tout à l'heure, la dérivée de Vx, ça donne oméga Vy, c'est-à-dire que Vy égale la dérivée de Vx divisé par oméga. Vous prenez ceci, vous divisez par oméga, ça va vous donner moins V0 oméga, sinus oméga t, vous simplifiez par oméga, et ça donne ça, moins V0 sinus oméga t. Voilà. Donc actuellement, on a trouvé Vy, on a trouvé Vx, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là, mais tout simplement, il est là. On a trouvé Vx, Vy, et Vz, je vous rappelle que Vz égale 0 de toute façon. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de Z. Là, on parle juste de x et y. Voilà, on a Vx et Vy. Mais si on a Vx et Vy, ben, on peut trouver x et y tout de suite. Voilà. Hop là. Voilà. On nous dit, auparavant, on fait une remarque. Ah oui, la remarque, ça peut rappeler tout à l'heure. Regardez, le module de la vitesse, c'est racine de Vx au carré plus Vy au carré. Faites Vx au carré, ici, il y aura un cos carré. Et Vy au carré, il y aura un sin carré. Vous mettez V0 en facteur, vous aurez facteur de cos carré oméga t plus sin carré oméga t, qui est égal à 1. Cos carré plus sin carré égale à 1. Donc on trouve que V égale V0. C'est-à-dire, c'est une constante. Une fois que la particule pénètre dans la région où il y a le zone B, sa vitesse ne varie plus. Elle avait varié pendant la phase d'accélération, elle était partie de 0 jusqu'à V0. Ensuite, la vitesse reste égale à une constante, comme je vous l'avais déjà dit. Eh bien, même ici, on le dit. Donc, voilà. Même ici, on le dit. On aurait pu le dire dès le début. On aurait pu le dire, c'est-à-dire dire que V égale constante, puisque, comme F est perpendiculaire à V, ah non, on va encore le dire autrement ici. Voilà, une troisième façon de le dire. Regardez, puisque F est perpendiculaire à V, alors ça veut dire que la force tangentielle égale 0. Une force se décompose en une force tangentielle et une force normale. La force tangentielle, elle est selon la trajectoire, et la force normale, elle est perpendiculaire à la trajectoire. Donc, si la force est perpendiculaire à la vitesse, c'est que la force tangentielle est nulle, et que donc l'accélération tangentielle est nulle. Mais l'accélération tangentielle, vous vous rappelez, en mécanique, nous avons montré que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
S'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui me disent, mais la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération tout court. Pourquoi l'accélération tangentielle? Tout le monde sait que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Alors c'est quoi ça? Non, je vous dis, faites très attention. Lorsqu'on dit la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération, on est en train de parler du vecteur vitesse. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps vous donne le vecteur accélération. Et le vecteur accélération a deux composantes, à t et à n, l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Eh bien, la valeur de l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la norme de la vitesse. Vous voyez? Différent. La norme de la vitesse. Alors ici, puisque t égale 0, c'est que la dérivée de la vitesse est nulle, et que donc la vitesse est constante. Voilà, module de vitesse égale constante. Et donc, à l'instant t égale 0, je regarde, c'était quoi la vitesse? C'était v0. Donc la vitesse reste égale à v0. Voilà, donc revenons à notre x et y. Vous faites l'intégration par rapport au temps de vx et de vy. Je reviens ici, voilà, ça c'est vx, ça c'est vy. Si j'intègre par rapport au temps Vx, l'intégrale de cosinus, c'est sinus. Et ça va donner un facteur 1 sur oméga, V0 sin oméga t. Vous faites la même chose ici. Bon, je vous laisse faire ça, c'est enfantin. Et ça nous donne, voilà, pour le premier, ce que je vous disais, V0 sur oméga sin oméga t. N'oubliez pas, plus constante. Et pour y, la même chose, mais c'est plus constante prime. Les constantes, on les détermine d'après les conditions initiales. Là aussi, je vous laisse vérifier que la constante égale à 0, mais que la constante prime n'est pas égale à 0, mais est égale à moins V0 sur oméga. Vous écrivez juste les conditions initiales. Et on en déduit, donc en remplaçant ici, constante égale 0, ce terme-là, la constante, vous la faites passer ici, vous allez avoir y moins constante prime, puisque constante prime égale à ça, c'est que y plus v0 sur oméga, ici dans les membres à gauche. On va élever les carrés et additionner. Comme ça, on aura sinus carré plus cos carré qui va s'éliminer. Donc vous faites ça et vous trouvez x carré plus y plus v0 sur oméga au carré égale v0 sur oméga au carré. Voilà. Et là, vous reconnaissez l'équation d'un cercle dans le plan x ou y, puisque ça ne concerne que x et y, c'est dans le plan x ou y. Ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, que le mouvement a lieu dans le plan x ou y, on le retrouve à nouveau. Il n'y a rien qui se passe sur z, et que... Alors, donc, cette équation-là, c'est l'équation d'un cercle de centre. Vous voyez ici, l'équation d'un cercle, par exemple, un cercle de centre oméga de coordonnées petit a et petit b et de rayon r, va s'écrire x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Ça veut dire que l'origine de ce cercle est un point de centre de coordonnées 0 et moins v0 sur oméga, et dans le rayon, c'est v0 sur oméga. D'accord? Alors je dis la particule est bien déviée vers le bas, enfin dans cette figure, puisque le centre du cercle c'est moins v0 sur oméga. C'est en bas. Regardez, si ça c'est la zone du cercle, du truc, là où il y a le champ magnétique B, c'est ici. La particule rentre ici par exemple. Alors on me dit que ça c'est un cercle. Je dis c'est vers le bas parce que l'origine de ce cercle, le centre de ce cercle, c'est 0 moins v0 sur oméga. C'est-à-dire que l'origine, si je dis 0, bon, ça va être un point qui va être par là. Ça c'est le centre.
ça veut dire que la particule, elle va faire ça. Voilà. Elle va faire ceci. Et voilà, c'est dessiné ici. C'est dessiné ici, très bien, avec le champ magnétique B qui est dirigé vers fond. Ben voilà. Voilà pour cette question. On retient. Enfin, il y a plusieurs choses à retenir, mais lorsqu'on prend une particule chargée, si on veut lui faire varier sa vitesse, on l'accélère avec un champ électrique. Et à ce moment-là, sa vitesse augmente. Hein, c'est le champ électrique. Maintenant, si on applique un champ magnétique à une particule qui a une vitesse V0, eh bien, cette particule ne va plus du tout voir sa vitesse augmenter. La valeur de sa vitesse ne va plus changer. Mais par contre, elle va être déviée selon un cercle. Voilà, ici, un demi-cercle. Et ça donne la chose suivante. Ça donne, tiens, je vais vous parler de ce qu'on appelle un cyclotron. Un cyclotron, c'est un appareil qui permet d'accélérer beaucoup une particule. Normalement, d'après ce que je viens de dire, pour accélérer une particule, il suffit d'appliquer un champ électrique. Mais si on veut l'appliquer beaucoup, et si on veut l'accélérer beaucoup, il faut produire un champ électrique qui est élevé, ce qui pose des problèmes techniques, ou alors l'accélérer sur une grande distance, qui pose aussi des problèmes techniques. Parce que bon, il faut avoir deux plaques portant des potentiels différents, séparées par une grande distance. Alors les gens ont pensé à une chose, à un nouvel appareil, qui est le suivant. D'abord, attendez, je retrouve mon curseur, voilà, ici. Je vais vous le dessiner ici en rouge. D'abord, ici, vous allez avoir une zone dans laquelle, grosso modo, c'est ce qu'on vient de raconter. Ici, vous avez le champ magnétique B qui est par là. Ok? Donc, vous avez une particule qui arrive ici pour... attends, on va dire qu'elle rentre ici. Tu vois, il y a eu la phase d'accélération, bon, elle est rentrée. Et, alors, elle a été accélérée, on va dire, ça c'était ce que... Vous vous rappelez ce qu'on avait appelé VA. Et ici, partait de vitesse nulle, était accélérée, puis elle arrivait là. Là, elle décrit une moitié de cercle, dessiné, une moitié de cercle, mais à vitesse constante. C'est-à-dire, c'est la V0, c'est toujours V0, 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 mais elle arrive là. Eh bien, ici, on va trouer, on va mettre un petit trou ici, pour que la particule puisse sortir. Et là-dedans, il y a un champ électrique. Mais rappelez-vous, le champ électrique, il est dirigé comme ça. Bien. Donc, s'il est dirigé comme ça, la particule qui est dans notre exemple était positive, elle va subir une force qui va lui demander de rentrer là-dedans. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas ça. Pendant que la particule était en train de faire le tour, eh bien, on s'arrange pour enlever ce champ et le mettre dans l'autre sens. Donc, un champ plutôt comme ça. Donc, il suffit d'avoir une DDP, une différence potentielle sinusoïdale. Elle change de sens. Donc là, lorsque la particule arrive ici, elle voit un champ qui lui dit d'aller par là. Donc, elle va continuer tout droit. Mais là, sa vitesse augmente. Donc, on passe de V0 à V0', une autre valeur. Là, vous allez avoir l'équivalent de la première zone. Donc, puisque la direction de V a changé, c'est que maintenant le demi-cercle va être dirigé vers le haut, et la particule, elle va faire ceci, à une vitesse V0', qui est plus grande que V0. À nouveau, ici, le champ électrique, il a changé de direction, donc la particule, elle va être accélérée, elle va arriver avec une vitesse V0 seconde, qui est plus grande.
puis il y aura à nouveau un deuxième arc de cercle à la même vitesse v0 secondes, plus grande. Mais là, elle va être accélérée, elle va arriver à une vitesse encore plus grande. Elle va faire un cercle supérieur, etc. Je précise une chose, vous voyez qu'à chaque fois, le demi-cercle est plus grand. Ben oui, puisque le rayon, rappelez-vous, c'est V0 sur oméga. C'est la nouvelle valeur de V0, hein, à chaque fois, V0 prime, V0 seconde. Donc à chaque fois, le rayon est plus grand. C'est ce qu'on a dessiné ici. À chaque fois, le rayon est plus grand. Donc voilà, il y a un grand nombre de fois où elle tourne. À chaque fois, elle a une accélération. Et on arrive donc à produire des particules animées d'une très grande vitesse après avoir, disons, dans un appareil qui est à une petite dimension. Autrement dit, s'il n'y avait pas de champ magnétique, il aurait fallu, tu vois, la distance entre les deux plaques, il aurait fallu avoir une grande distance. Alors, l'appareil que nous venons de voir s'appelle un cyclotron. J'allais dire comme dans YouTube. Bon, bah, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer en bas sur j'aime. Non, mais bon. Là, par contre, avant de vous quitter, je voulais juste vous rappeler cette histoire sur le cyclotron. Moi, quand j'avais votre âge, qu'on m'a parlé des cyclotrons pour la première fois, ou sur d'autres trucs, je veux dire, quand je voulais des informations sur quelque chose, il n'y avait pas Internet. Donc il fallait aller au mieux, bon, enfin le minimum, c'est aller dans un dictionnaire déjà pour voir le sens du mot, mais si, par exemple cyclotron, voir ce que c'est, mais si on veut voir les choses plus en détail, il fallait prendre une encyclopédie ou un livre de physique, et donc il fallait aller à la bibliothèque, faire des recherches, faire voir le livre, prendre, l'ouvrir, etc. Maintenant, vous avez, je ne sais pas si vous êtes conscient, parce que vous êtes né avec ça, vous avez Internet, vous avez un mot qui vous intéresse, allez hop, Google, cyclotron, et vous avez, au minimum, vous avez Wikipédia, et donc vous avez toute une flopée d'informations, et c'est vachement agréable, c'est très, très, très sympathique. Voilà, ben écoutez, nous allons terminer la séance d'aujourd'hui.